Ouais, pardon, j'avais un appel, du coup j'avais passé BFM et après quand je suis revenu, je me suis rendu compte que ça avait fermé l'application. Pas très grave, hein. Ce que j'ai à signaler, c'est que la pression vendeuse se fait sentir sur Eurodoll. On est dans une approche contrariante, donc forcément c'est difficile. Donc pour l'instant, les vendeurs mettent la pression. On est perdant par rapport à notre position ouverte. En l'occurrence, on perd 9,49 € sur l'ensemble de nos positions. Donc on verra ce que ça donne. Alors, ça on avait vu, ouais merci hein, bébé d'avoir précisé. Intérêt, alors ça justement, alors ça parlait d'Apple là justement. Alors, quand même, voilà, ça on avait vu. Fab Dollarienne en H4, je pense qu'un long vaut le coup. Alors on va regarder ça, merci bébé. Alors, Dollarienne, où est-ce que je l'ai? Dollarienne. Hop, hop. Alors là, les vendeurs mettent la pression. Hein. On souffle sur Eurodoll, on passe à moins de 10 € au niveau de l'ensemble des positions ouvertes. Alors, Dollarienne, il est ici. Voilà, donc sur le dollar face au yen, des acheteurs qui ont mis la pression, des vendeurs qui reviennent. On est au contact de la vague, on n'est pas les 3 moyennes mobiles. Ouais, si je trace... ouais, Tilk, ça va? Ouais, ça... Si je trace mon support oblique haussier, voilà ce qu'on a. Alors, ça trade, ça se passe bien pour toi aujourd'hui? Je sais pas, je reviens. J'étais sorti faire un truc. Je sais pas où sont mes positions. Je vais voir ça. Alors, on peut suivre les résultats en direct hein, du compte de Tilk. Dans la partie suivi des résultats sur la Bourse. dernière fois que je l'avais vu, j'avais pris une position ce matin short USD CAD, j'avais un long euro CAD, il était en souffrance, donc bon ça oscillait dans entre mon point d'entrée, donc pour le moment pas grand chose à dire à ce niveau là. Alors par contre dollar face au dollar hongkongais ça commence à pas mal payer. Non mais c'est ce qui était prévu, donc après tant mieux. Après toujours cette histoire de swap quoi qui joue contre toi. Ouais, c'est pas grave, après si ça retombe là, c'est-à-dire ça pourrait retomber au niveau des 7,75, mais j'en remettrai une petite couche, je mettrai de l'eau c'est 2 € le point. Là, 7,75, je pense que si ça descendait à ce niveau-là, à ce moment-là, le currency board interviendrait massivement. Et en quelques semaines, ça reviendrait au niveau des 7,78, 7,80. Donc voilà. Ok. Mais de toute façon, je suis d'analyser le dollar index. Comme le dollar hongkongais, c'est un peu une monnaie de singe, on va dire, dans le sens où elle n'influe pas trop sur le dollar. Le dollar hongkongais, c'est comme si on analysait le dollar index. Et grâce au dollar index, dès qu'on voit qu'il casse son range, grosso modo, faut prendre long sur cette paire-là. Enfin, je veux dire, le dollar est mettre à bord sur cette paire par rapport au dollar hongkongais. Donc c'est pareil pour les paires exotiques comme l'USD NOK, l'USD CSC, le dollar singapourien, enfin, etc. Toutes les monnaies exotiques avec le dollar. Ok, donc tu laisses courir pour le moment conformément à ton plan. Ah, le dollar, ouais, HKD, oui, c'est parti jusque... Enfin, l'objectif, c'est 7,60, 7,80. Donc après, on verra. Avec l'objectif intermédiaire. Alors, voilà sur le dollar face au dollar yen. Alors, en H4, en effet, c'est plutôt intéressant. On est sur une dynamique de fond haussière avec des plus bas de plus en plus haut, même si là, on peine à franchir les précédents plus hauts, puisqu'on voit que sur le dernier mouvement, le dernier pic, à peine on a franchi les précédents plus hauts qu'on a corrigé. Les plus bas sont de plus en plus hauts. Ça peut être un point d'entrée intéressant. Moi, je le prendrai pas. Déjà parce que je suis exposé sur de nombreuses paires, donc j'ai pas envie de m'exposer davantage. Après, en M5, j'attendrai peut-être confirmation. Avec une cassure nette de la zone de résistance des 80.93. Pendant ça n'est pas le cas, donc si on voit clairement à casser, pourquoi pas prendre une position à l'achat. Et pareil sur une poursuite du mouvement de fond haussier. Voilà, donc on verra ce qu'il en est. Eurodoll, donc on teste de nouveau cette zone de support horizontal. Les acheteurs qui tentent de revenir.
Or, on est bien. Sur l'or, ouais, on est quasiment revenu au niveau de notre point d'entrée. On verra si on a la force de marquer un vrai mouvement de correction. On pourrait avoir un beau potentiel. On voit que ne serait-ce qu'un retour vers les 23,6% serait très agréable, largement positif pour le compte. Donc c'est ce qu'on va aller chercher. On verra ce qu'il en est. Alors, sur le chat écrit, on a... Voilà. MacBook, ça fait pour les jeux. Alors, merde, pardon. Là, c'était un truc d'avant que je regardais. C'est juste la présentation, quand il montre le produit au public, intéressant. Ah oui, d'accord, il y a une présentation ce soir, donc du iPad 3 a priori. Pour les ordis, je suis PC, mais j'aime bien les tablettes et le iPhone, le iPad, enfin, mes gamins surtout. Oui, il montre le produit. Short Rodar qui nous dit un copain à MacBook a pris où il a payé pour un peu près le même prix. J'achète un MSI. Quand il voit la config que j'ai et comment ça se passe par rapport à lui dans les jeux, il pleure. Je suis PC aussi, plus libre, moins coincé, mais j'ai quand même l'iPad. Bon, j'ai pas l'iPad, j'ai le iPhone. J'avoue que l'iPhone c'est vraiment bien. Franchement, c'est super intuitif, etc. Après, honnêtement, là, à part s'ils amènent des grosses nouveautés, par exemple le 4, bon, il a bien marché, mais bon, il n'y avait pas de nouveautés majeures. Hein. Bon, il y avait une meilleure qualité d'image, des choses comme ça, mais c'est quand même pas quelque chose de fou, quoi. Donc, je sais pas s'il n'y a pas d'autres gens qui vont faire d'autres choses, je sais pas, on verra. C'était un peu mon point de vue. Après, je suis pas plus convaincu que ça. Mais donc là, a priori, ouais, ce soir, ça peut bouger. Alors, on va voir ce qu'il en est, puisque ça débat autour du titre Apple, actuellement, sur Apple. On va se rendre sur Boursorama. Donc on a ici, on gagne actuellement 0,59% sur le titre Apple, après l'ouverture, après 1 heure de cotation donc. On est à 533 $, 406 € l'action. On est haut hein, quand même, si on regarde le graphe. Les 5 derniers jours, là, est-ce qu'on a pris ou est-ce qu'on a baissé? A priori on a dû baisser. On perd à 59%. Et au niveau des graphes, on va voir ce que ça donne. L'accélération incroyable depuis ces derniers mois, ça s'est encore donc précipité, puisqu'il y a un an, hein, en mai 2011, on était seulement à 300 et quelques, donc on a encore quasiment doublé la valeur du titre, ça pour moi c'est quand même quelque chose d'excessif. Alors on va regarder le graphique dynamique, on avait déjà regardé la dernière fois, hein. Voilà le graphique dynamique, hein. On voit que depuis les années 2000, on avait un titre qui cotait... Alors, ça bug pour l'instant, ok. Allô? Putain, il déconne ou quoi ce truc? Allez là, putain! Ok. Bon, c'est de la merde. Mais en gros, on voit, voilà, on était à moins de 100 ici, donc voilà. Évolution incroyable, et une correction pourrait faire assez mal. Et à mon avis, il y a aussi beaucoup de choses qui ont déjà été anticipées, etc. Après, je m'en rends pas compte, il faudrait étudier plus en profondeur le dossier. Moi, c'est juste un profil qui m'intéresse. Après, je suis pas plus au courant que ça. Mais je pense que si on commence à retracer avec les ventes baisses, on pourrait avoir des phases de retracement assez importantes. Donc, c'était mon point de vue. Mais après, ouais, moi, à mon avis, tu vois, par exemple, un titre comme ça, j'en trouverai en plusieurs fois. Donc, en moyenne à la baisse, préparé, comme je le fais là actuellement, c'est-à-dire 3 points d'entrée éventuels. Parce qu'on peut encore accélérer, voilà, on ne sait pas quand une bulle va exploser ou quand un actif va commencer à corriger. Un premier point maintenant, après par exemple on place un deuxième point 100 $ plus haut et un troisième point 100 $ plus haut et le stop loss général 100 $ encore plus haut, pourquoi pas. Et ça à mon avis ça va être un pari intéressant, après il faut croire au truc ou pas quoi. Voilà, mais moi je pense que ça va baisser, je peux me tromper, je prendrai pas de risque particulier, j'ai pas d'intérêt à le faire, c'est pas mon approche, voilà, c'était juste pour donner un avis. C'est pas Apple, PC de base tu vas installer là, tu veux dire Mao. Ça parle du Apple là, ok, publication assistée par ordinateur. Un PC, tu peux choisir tes composants, là, il suffit de connaître le matos, besoin d'avantages, ok, ça on avait vu. Puis communautaire, crack sur Apple. La communauté crack sur Apple, c'est insignifiant. C'est sûr, si tu achètes le PC de grande surface ou de Darty, vaut mieux un Mac, disait Short $. Fragless qui me disait absolument, Short Order qui me disait, mais si tu connais un minimum, bye bye Apple, ouais.
J'ai juste la flemme de faire un multibot Linux macOS. Mais c'est assez simple si tu veux voir la tronche d'un macOS. Ouais, c'est sûr, des shorts $. Faudrait que Android ou iOS. Inventaire de pétrole, mauvais chiffres, bon pour la hausse. Alors on va voir ça, il y a les chiffres du pétrole qui sont tombés. On va aller voir ce que ça a donné sur Forex Factory. C'est tombé à 0.8, on les attendait à 1. Alors est-ce que ça a bougé sur le pétrole? Un peu de mouvement mais rien de flagrant et donc ça a plutôt augmenté. Un chiffre étant inférieur aux attentes, forcément ça ravive le prix puisqu'on a moins d'offres et donc plus de demandes. C'est logique. Plus de grosses news par rapport à l'économie américaine à attendre. À 21h on aura le crédit des consommateurs simplement. Certains portables, tu peux choisir tes composants, là on avait vu. C'est peut-être... Et tout le monde trouve ça formidable. Bah c'est surtout un effet de mode. 90% des gens qui achètent MacBook, c'est parce que ça fait classe, c'est à la mode. Oui, je suis d'accord, et d'ailleurs ils jouent là-dessus, hein. Moi aussi je pense ça. On voit dans les films, on voit les Apple, les trucs, tu sais, mais vite fait en fait. C'est des stratégies marketing, comment ils appellent ça, virales. Mais c'est vraiment des effets de mode, et ça à mon avis c'est pas durable. Je veux dire, non mais après c'est bien, ils ont des bons produits, mais est-ce que c'est pas trop haut? Est-ce qu'il n'y a pas trop justement de... Voilà, ils font des bonnes choses, mais c'est pas non plus la folie, donc je pense que c'est beaucoup un effet de mode et que la mode ça passe. Voilà, c'est ça mon raisonnement par rapport à Apple. Exactement, ils ont peut-être des actions ou pas. Mes amis sont graves comme ça. Je pense que le prochain smartphone viendra des Chinois, il leur manque une marque type Apple. Apple Mania, Apple 1 trillion en cotation boursière. Assez. Allez, lol. Et je vais regarder ma télé, il va avec mon Mac et un MacBook, iPad, etc. C'est de l'argent inutilement. Mais qui nous dit c'est le même modèle que les japonais des années 70, copie, ils sont devenus meilleurs. Surtout pour l'utilité que les gens en ont. Un smartphone, on doit à peine utiliser 20% de ses fonctions, comme un PC en somme. Oui, comment acheter les objets dont on n'a pas besoin. C'est vrai, j'ai des applis, je m'en sers pas. C'était de consommation de masse. Et encore, moi j'ai un iPhone, j'appelle, j'envoie les textos, j'utilise le GPS, c'est tout. Inutile donc indispensable, disait Fragless. Tout un débat là autour de la société désormais. Bon, on va laisser, ça parle beaucoup d'Apple. Sur le chat, tant mieux, c'est intéressant d'avoir des débats. Sur les marchés actions, ça bouge. Et le marché, enfin nos prises de position bougent pas beaucoup pour le moment. Donc on laisse courir ça, on verra ce que ça donne. Alors, il y avait un débat sur le forum à propos de Romain de la Crétaz. Là, il nous explique comment ouvrir un compte en bourse. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Justement, il y en a qui mettaient l'accent sur son aspect un peu trop commercial, même si c'était un bon trader. Et le fait de vendre ses formations, etc. C'était plus un marketeur, donc dans le sens marketing, qu'un vrai trader. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur comment ouvrir un compte chez Interactive Brokers. Ce courtier est américain bien sûr, mais vous pouvez traiter toutes les actions au monde et les options et tout un tas d'autres produits que vous pourrez découvrir en allant sur leur site. Ce que je vous propose, c'est de commencer par le début, c'est-à-dire qu'on va aller sur Google et on va écrire Interactive Brokers. Là, dès qu'on va faire une recherche, ça va nous mettre Interactive Brokers, donc je vais cliquer directement sur le lien, parce que la plupart d'entre vous vont aller sur leur navigateur Internet Explorer, Firefox, ou comme moi utiliser Chrome de Google. Et là, on va arriver sur la page d'Interactive Brokers. Alors sur cette page, vous voyez, on va aller cliquer sur Single Account. Ça va vous aider pour ceux qui sont français ou pour ceux qui ont des petits problèmes avec l'anglais. Bon, on va regarder toute la procédure dans le détail. Donc vous voyez, sur la page, moi je vais aller sur
le côté droit et cliquer sur Open an account, Start an application, ça veut dire démarrer le formulaire d'ouverture de compte. Je peux ouvrir 2 types de comptes. Moi, je vais me mettre directement sur celui qui est simple, mais sinon vous pouvez ouvrir un compte famille où vous pourrez gérer l'argent de vos amis et de votre famille. Bon, pour l'instant, moi, je vais me mettre sur le compte individuel. Et je choisirai directement la deuxième option, pas le formulaire rapide, mais plutôt le formulaire un petit peu plus complexe. Et j'appuie sur Continue, ça s'appelle ProTrack Application. Et je vais mettre mes coordonnées petit à petit. Donc on va créer le compte. Vous voyez, ce que me demande Interactive Brokers, c'est par exemple de me trouver un identifiant. Donc mon prénom c'est Romain. Donc comme il demande 5 lettres, ben voilà, après je mets ROMAI, puis c'est bon. Mon mot de passe, donc pour simplifier, Romain 1. Je dois avoir au moins une lettre ou au moins un chiffre, et ça doit être entre 6 et 8 caractères. Donc mettons Romain 1 pour simplifier, et Romain 1, je le réécris pour... Bref, on s'en fout. Il explique comment ouvrir un compte chez Interactive Broker. Donc là, je cherche du contenu à droite à gauche. Tiens, truc là, c'est pas proprement à propos du trading. Là, je cherche juste une vidéo intéressante, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir patienter en trading. Là, en l'occurrence, on patiente. Comment les entreprises financent les campagnes présidentielles aux États-Unis. Ça va être intéressant. On écoute ça tout de suite. Cette nuit, vous allez bouger jusqu'à 2 fois plus que vos... 2 petites secondes, tant que ça charge. Aux États-Unis, avec la fin des restrictions au financement des élections par les entreprises, les intérêts financiers jouent un rôle de plus en plus important dans la campagne. Barack Obama, par exemple, a déjà levé 136 millions de dollars, dont plus de la moitié proviennent d'acteurs institutionnels comme des entreprises, des organisations ou des syndicats. Mitt Romney, lui, le mieux placé chez les Républicains, a pour l'instant levé moins de la moitié, mais le camp républicain n'a pas encore terminé ses primaires. Et là, ce sont 90% des fonds levés qui viennent des institutionnels. Alors, parmi les acteurs institutionnels qui ont le plus dépensé dans la campagne, on trouve des fonds d'investissement, comme le fonds d'un milliardaire texan, Contran, 11 millions de dollars, mais aussi des groupes immobiliers, des banques comme Goldman Sachs, le puissant syndicat AFL-CIO ou encore des entreprises de divertissement ou de télécom. Certaines financent exclusivement un seul camp, mais d'autres répartissent leur mise au cas où leurs favoris perdraient. Le Center for Responsive Politics, un organisme indépendant, a relevé certains secteurs d'activité qui sont plus influents que d'autres dans la campagne, les fameux lobbies. Barack Obama compte beaucoup de soutien dans les activités juridiques en particulier, dans la finance, la communication et la santé aussi. Mitt Romney, lui, est beaucoup mieux soutenu par le secteur financier, mais aussi notamment par les entreprises du secteur de l'énergie. Ah, c'est intéressant ça, donc réalisé par les Échos, pour ceux qui veulent le lien, je vous le laisse sur le chat.
Un autre point intéressant, tiens, à propos de la crise, on a vu que l'immobilier de luxe monte malgré la crise. Autre chose qui monte, la vente d'armes, qui progresse toujours malgré la crise. On dirait même qu'en temps de crise, la vente d'armes augmente. On va écouter en tout cas ce qui se dit à ce sujet, toujours réalisé par les Échos. Il y a 10 ans, les marchands d'armes vendaient pour 257 milliards de dollars de matériel et de services militaires. En 2010, 411 milliards de dollars, c'est 60% de plus et c'est 1% de mieux qu'en 2009. Ce qui fait dire au CIPRI, l'Institut international de recherche pour la paix à Stockholm, que crise ou pas crise, le marché de l'armement reste juteux. Un marché qui est à 60% aux mains des entreprises américaines et à 29% aux mains des entreprises européennes. Faute d'informations, la Chine est exclue du calcul. Dans les 10 premiers du classement, on retrouve naturellement des Américains. Lockheed Martin, le leader, avec 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Boeing, dont la moitié des ventes, 31 milliards, sont militaires. Ou encore Northrop Grumman, General Dynamics, mais aussi Raytheon, L3 Communications et United Technologies. Bref, beaucoup d'aéronautique, d'électronique et de missiles. Mais on y trouve aussi 3 Européens, le britannique BAE Systems, le consortium EADS et l'italien Finmeccanica. Eh bien, ces 10 premiers marchands d'armes emploient ensemble un peu plus d'1 million de salariés, dont 300 000 Européens. Le premier groupe français, lui, est 11e au classement. C'est le groupe Thales, spécialiste de l'électronique militaire. Safran arrive peu après, suivi de DCNS, du CEA, de Nexter et du groupe Dassault. Ils réalisent ensemble un peu plus de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit 5% du marché mondial, et ils emploient aux alentours de 150 000 personnes. Voilà donc ce point. Alors un autre truc, c'était... Le commerce mondial a tourné la page de la crise. On écoute ça. C'est toujours réalisé par les Échos. Très intéressant, leur site Les Échos. Toujours des vidéos très bien expliquées, très claires et intéressantes et originales. Ils ne se focalisent pas sur des sujets que tout le monde suit tout le temps. C'est pas mal, vraiment. Je sais bien ce qu'ils font. Après le pic de 2008 et le plongeon qui a suivi avec la crise, le commerce mondial s'est nettement repris en 2010. Les importations comme les exportations ont progressé en moyenne de 22% sur l'ensemble de l'année et les volumes échangés en 2010 dépassent désormais les niveaux de l'ensemble de 2008, autrement dit avant la crise économique. Mais la prudence s'impose pour l'avenir, car la progression des échanges a surtout été forte en début d'année. Or, on le voit, plus l'année passe, plus la croissance s'amoindrit. 17% de hausse au 4e trimestre, malgré les exportations vigoureuses de l'Amérique latine et du Brésil en particulier, mais aussi en Asie de l'Inde et de la Chine bien sûr. En fait, une seule zone fait moins bien que la moyenne de 17% à l'échelle mondiale, c'est l'Europe. Au 4e trimestre, ses exportations n'ont progressé que d'un petit 10%. Voilà donc, alors, autre sujet intéressant, le budget mode a diminué, on s'en fout un peu, nourrir la planète, défis économiques, l'agriculture de demain, et scientifiques pour l'agriculture de demain, l'infographie, les chiffres du coût du travail en France, tiens on va écouter ça rapidement, alors que les acheteurs sont légèrement revenus, moins 6,32 € au niveau de l'ensemble des positions en cours, donc pas de gros mouvement pour le moment, ça reste quelque chose de modéré. Je télécharge. Le coût du travail en France, une enquête de l'INSEE réalisée en 2008 intervient à pic dans un débat d'actualité. Résumons, en 2008, dans les entreprises de 10 salariés ou plus de l'industrie et des services marchands, un salarié coûtait en moyenne à son employeur 50 851 € par an. Des différences apparaissent toutefois selon les secteurs. Ceux qui concentrent les plus grandes entreprises sont aussi souvent ceux dans lesquels le coût du travail est plus élevé. Dans l'industrie, on retrouve ainsi le coût du travail le plus important, à plus de 76 000 € annuels, tandis que dans le tertiaire, il est inférieur à 35 000 € avec l'hébergement et la restauration. La structure du coût salarial total se décompose en rémunération des salariés, qui comprend le cas échéant l'épargne salariale, en cotisation sociale à la charge de l'employeur, en frais de formation professionnelle et en impôts sur les salaires.
Là encore, tout dépend des régions et des secteurs d'activité. Cette ventilation varie notamment en fonction de la proportion de main-d'œuvre rémunérée en dessous d'un certain seuil. Si 2/3 environ du coût du travail vont à la rémunération brute du salarié, cela donne en moyenne 21,40 € de l'heure. Avec une pointe à 31,60 €, ce sont les activités de finance et d'assurance qui se distinguent. L'hébergement et la restauration sont eux à 15,20 € de l'heure. En France, le coût du travail ne s'est pas empâté. Entre 2004 et 2008, le coût horaire a augmenté à un rythme annuel moyen de 2,9% en euros courants. L'évolution a été plus forte dans l'industrie manufacturière et la construction, moins dans les services marchands. Entre 1996 et 2004, l'évolution avait atteint 3,4% par an dans l'industrie et 3,2% dans les services. Alors on va repasser à du trading plus concret là. Regardez l'analyse de Tilk avec le système du triple écran. Alors 2 secondes. Ah, par contre ça c'est pas bon. Il faut la partie 1. Voilà, on regarde ça tout de suite et je vous retrouve dans quelques instants. Je vous alerte si ça bouge. Bienvenue sur tradingforex-ecran.wordpress.com. Bon, pour cette année du 7 mars, nous avons pas mal de paires à surveiller par rapport au système du triple écran. J'ai sélectionné volontairement les paires qui sont en train de nous intéresser aujourd'hui parce que si on regarde le calendrier économique, on voit qu'on va avoir des nouvelles sur l'USD, le CAD, l'NZD, le JPI et l'AUD en priorité. On aura un peu d'euros, un peu de CHF, mais bon, ça va pas compter tellement. Donc, je vais quand même essayer de surveiller GBP CHF parce qu'en pyramidage, il y avait quelque chose à faire. Bon, même si j'ai retiré ma position principale en swing, il y avait une correction là qui était intéressante à jouer peut-être. Donc voilà, et on voit aussi qu'il y a un mouvement important sur les paires avec le GBP. Donc ce qui veut dire que, au-delà du fait que on va avoir des mouvements sur le GBP, c'est la devise, la livre sterling en elle-même qui bouge. Donc c'est un mouvement de fond qu'on va avoir. Donc ce qui veut dire que si on va avoir un mouvement aujourd'hui, ou dans la fin de la semaine, ça va être un mouvement significatif. Pareil pour l'AUD. L'AUD, on a pas mal de paires qui bougent. Donc nous allons analyser les paires en jaune. Donc pour commencer, nous allons commencer par EuroJPY. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur EuroJPY? Donc EuroJPY en daily, donc on voit qu'on a bien corrigé. Si je m'en rapporte en weekly, on a fait de belles corrections après quand même plusieurs semaines de hausse. Donc en daily, on voit qu'on est en train de corriger, qu'on est dans la zone de valeur, donc ça pourrait être une bonne zone pour faire appui. Donc si je me débarrasse de toute cette résistance et ces supports, pour y voir un peu plus clair, l'hypothèse qu'on pourrait se dire, c'est que on est peut-être en train de faire un rounding bottom, un rounding top, donc on ferait appui. Et si ce rounding top est respecté, à ce moment-là, on irait chercher l'objectif aussi de celui-ci. Donc pour former peut-être, pourquoi pas, un double bottom en daily. Donc ça pourrait être un scénario intéressant. Un scénario aussi intéressant, mais ça pourrait être un objectif aussi à la baisse. Donc si on venait à casser dans la journée, dans les jours à venir, ce rounding top, voilà, ferait son objectif à la baisse. Et donc voilà, donc ce serait comme pour objectif baissier aussi, on prévoit les deux scénarios par mesure de, on va dire, de sécurité. Donc là on a dommage, on avait sur le support une belle structure en étoile du matin, enfin plutôt en arami avec suivi d'une bougie de confirmation, enfin une structure aussi en étoile du matin. Et là on voit que la bougie de confirmation, on l'a fait pchit. Effectivement, si on était pour la hausse, on voit qu'on a
on est proche du support, donc voilà, c'est le meilleur point d'entrée. Donc à mon avis, je vais peut-être prendre long dans pas très longtemps. Donc voilà ce que pour dire sur JPI. Si ça casse, on va à la baisse. Si ça casse, on va à la hausse. Donc si à la baisse, on aura des objectifs à 111,80, 101,180, et à la hausse, on aura des objectifs à 110. Ensuite, EURO-NZD. EURO-NZD, on voit que bon, on a une dynamique haussière qui s'est instaurée depuis 2 semaines. Là, on est en pleine correction. Donc, ce qui est intéressant, c'est de prendre appui sur la zone de valeur, ou de prendre appui sur une trendline haussière. Donc, l'idéal serait une trendline haussière, parce que ça nous permettrait de rentrer à un meilleur frais. Et là, bon, voilà, quoi, ça me permettrait de faire des choses. Donc attendre que ça corrige, ça vienne sur la trendline. Donc ou qu'on ait une figure chartiste ou quoi que ce soit pour nous confirmer la hausse. Donc voilà, mieux vaut être conservateur sur certaines choses que trader dans la précipitation. Je veux dire, trader organisé est un trader patient et s'attend le bon moment pour entrer sur le marché. Donc voilà, soit on casse la résistance des 1,60-40, on a cassé, puis qu'on a fait une fausse cassure, et on fait appui dessus, et après on achète sur repli, soit on peut acheter sur rebond sur la trendline, ce sera un bon point d'entrée. Parce que là on voit que sur la trendline, il y avait une englobante haussière, avec un doji comme office, comme bougie de confirmation, et là, on pouvait rentrer long. Là, on avait un beau signal que je n'ai pas pris d'ailleurs, tant pis pour moi encore. Donc, il va falloir que je m'astreigne à prendre tous mes signaux. Là, parce que le signal, il était beau. Là. Donc, on a une belle englobante haussière, on avait un double bottom en plus, en H4, qui a fait parfaitement son objectif aussi, et même un peu plus. Donc là, on avait vraiment tout réuni. On avait un double bottom, on avait une englobante haussière, on avait une cassure sans pullback en H4 sur la ligne de coup, et on a fait bien plus que l'objectif haussier du double bottom GBP-USD. Donc GBP-USD, on voit qu'on est en range. Donc mon nouveau plan de trading qui est le triple écran, mais ce que j'ai appelé twist, tout simplement parce que on essaye de prendre tous les trades qu'on peut avoir dans le range, ou à contre-tendance, qu'on a des belles figures chartistes. Donc là, en weekly, on n'a pas grand-chose à dire. On a beaucoup de bougies d'hésitation. Donc on voit qu'en weekly, on est en train de faire, on avait fait une englobante baissière, enfin une légère englobante baissière. Là, on sera en train de confirmer. Si à la fin de la semaine, on confirme la baisse et qu'on casse le bas du range, bon là, sans plus attendre, il faut être baissier, quoi. Faut, je veux dire, faut prévoir les deux scénarios, faut pas attendre, faut être baissier. Là, en daily, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On a dit qu'en bas du range, on est à un espace de 1, 2, 3 tops. Donc c'est un triple top pas très régulier, mais aucun de de toute façon. Et bon, là le scénario, ce serait comme ce qui était prévu hier. Ça aurait été d'attendre que ça vienne rebondir par là, et hop, de reprendre la quand elles sont présentées et pas attendre forcément la réalisation parfaite de son scénario. Là on avait un bon rending top qui est venu casser sur la ligne de coup, il a fait un pullback qui a légèrement débordé, il a fait quasiment son objectif baissier. Donc c'est ce genre d'opportunité là qu'il faut essayer de pas louper quand on fait un peu de chartisme. C'est bon, voilà, c'est des opportunités qui arrivent pas souvent, même si effectivement ça respecte pas le triple écran, mais là on était en range, donc le triple écran pouvait s'en passer. Donc du coup on pouvait trader le triple top, le double top en H4, on pouvait trader le rending top en H1. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'il faut pas essayer de louper. Là par exemple, quand on a un creux comme ça, c'est ce qu'on appelle un rending bottom. Donc c'est une correction, on trade à la cassure et on repousse l'objectif du creux à la hausse, ce qui aurait dû, je pense, se produire. Donc c'est des figures qui finalement ne sont pas si rares sur le marché d'échange. Comme on a souvent des creux, donc des corrections, puis après on repart à la hausse. Donc voilà. Donc après trader ces figures, ça va être plus simple, on attend la cassure de la ligne de coup et après on fait un stop en milieu, enfin un stop assez large pour pas se faire sortir à cause de moins de pullback, et on détermine l'objectif aussi en reportant l'amplitude du creux sur le haut. Donc voilà, quand on trade avec le charting, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ensuite, quand je passe à GBP JPI, bon,
On a un peu le même scénario que sur d'autres paires JPI, on a une correction. Là on a un double top. Donc si le double top il est pas très régulier, ça c'est pas grave. On a un objectif haussier comme baissier. Le problème, c'est ce que je crains fort, c'est qu'on fasse plutôt l'objectif baissier. Donc si on devait avoir un objectif baissier, ce serait les 124 environ. Donc dans ces eaux-là. Donc 124, c'est... On aurait ce niveau. Petite alerte là, parce que on passe en positif, donc c'est important de le noter sur notre compte, sur l'ensemble des positions ouvertes en fait. Donc on va passer l'après-midi en négatif, et là on est dans les positifs de 67 centimes. Donc si c'est retourné, c'est l'or. Alors l'or, on voit, on a une belle accélération haussière ici en M15. On est toujours dans notre canal haussier, donc c'est pas mal, on s'est retourné. Une première position gagnante de 3,90 €. Une seconde gagnante de... On va le classer par actif. Tiens, c'était quoi ce bruit? Bizarre. Il fait des sacrés bruits en ce moment, Windows. Je sais pas pourquoi c'était lié, bref. Bon, oui, or... Les deux positions sont positives, une de 86 centimes, une de 4,09 €, donc ça c'est bien, on laisse courir. Je solderai en une partie de la position une fois que le mouvement en cours se sera essoufflé. L'autre je laisserai courir peut-être encore un peu, ça dépend du contexte. Alors l'ensemble des marchés s'est retourné, l'eurodoll dans les acheteurs qui reviennent, on n'est pas encore largement positif, mais on est légèrement positif. On a une position perdante d'1,20 €, une position gagnante d'1,64 €. C'est plutôt pas mal, ici en M15, donc on voit que la zone de support a tenu bon, hein, la zone de support horizontale. C'est bien passé pour le moment. 648 € d'équité du coup, donc ça c'est plutôt pas mal. NZD, USD, les acheteurs sont quand même timides, hein, 27 centimes, donc on est toujours négatif sur cette paire. Dollar face au dollar canadien, on perd 64 centimes. Donc c'est pas ces paires qui font gagner ou perdre. Hein, majoritairement ce qui est intéressant c'est l'or et l'eurodoll. Et là en l'occurrence on a un dollar qui faiblit et qui perd de la valeur, avec un euro qui se renforce et l'or aussi qui monte face au dollar. L'euro se renforce pas mal du tout là. Donc c'est bien, on laisse courir, on est bien, ouais, on souffre pendant un long moment. Quand ça se passe bien, justement, faut pas être pressé de couper rapidement, etc. Là, on est à l'amorce de rebond, on a justement tradé contre la tendance et dans le but de cerner un mouvement de retournement. Donc pour l'instant, moi, je laisse courir et j'attends que ça accélère. Donc l'or, c'est bien. Pour le moment, aucune raison d'intervenir. Donc du coup, je vais pas me stresser davantage que ça. Je laisse courir le mouvement en cours, donc on regarde la suite de... avant de regarder la suite de l'analyse, je regardais ce qui se dit sur le chat écrit, on regardera la suite de l'analyse de Tilk. On regardera que la première partie parce que c'est assez long. La seconde partie, je vous laisserai le lien sur le chat écrit pour ceux qui veulent le voir. Vous pouvez également retrouver dans la partie vidéo de Vidéo Bourse. Tous les jours, il y a de nombreuses vidéos, hein. Je mets des dizaines et des dizaines de vidéos chaque jour dans la partie vidéo, qui ne sont pas que de moi, qui sont de différents sites qui traitent de la bourse, qui publient des analyses, des reportages, etc. C'est pas un scalper, c'est pas un... Ça on avait vu, d'accord, il a peut-être chauffage chez lui, son nez cool. Ça lui mettrait une... ça on avait vu. On est sans tendance, disait M15, tu fournis move. Arrêtez de troller, c'est pas gentil. Là, ça on avait vu. Fermé, disait liquide euro-dollar. Ok, euro-dollar, du coup j'espère que tu as quand même profité un minimum du mouvement. Non, on déconne, il est cool Tilk, c'est la Jamaïque, quand tu fermes les yeux et tu t'endors. Pas de jaloux, les trolls canadiens, alors on troll. Tilk, NDR. Une petite analyse de Tilk et tu dors mieux qu'un somnifère. Fabien, j'ai regardé sur le forum le mec qui disait que les market makers faisaient sauter les stop loss des clients qu'ils sortent de leur position et donc tous les clients sont perdants à long terme. Qu'est-ce que tu en penses? Quoi? Par écrit STP, j'ai pas de son. Bazooka, je vais te répondre par écrit, mais je vais d'abord répondre par audio parce que c'est avant tout une émission audio et qu'il y en a beaucoup qui regardent pas le chat, qui écoutent que l'émission. Donc il y a des market makers qui font ça. Le but c'est quand même de trouver des bons brokers, et des brokers honnêtes t'en as. Hein, je pourrais t'en citer quand même une bonne dizaine, que je connais déjà pour les Français. Saxo Bank, IG Market, même si tu peux avoir des problèmes, hein, c'est pas un truc de fou. FXCM, Active Trade, Alpari UK, Oanda, Go Market Australia, ça en fait 7, FX Pro. Voilà, tout ça c'est des brokers qui après font leur magouille sûrement, parce que leur but c'est gagner de l'argent, donc
T'en as qui sont, voilà, MB Trading aux États-Unis, Ducascopy, voilà, etc. Interactive Broker, Interbank FX, voilà. T'en as beaucoup quand même, des très sérieux. Déjà, ce qu'il faut regarder, c'est la régulation. Ensuite, voilà, t'as des brokers qui sont super vieux comme Honda 1995, Saxo Bank, etc. C'est très bien. Ils vont pas prendre le risque de te mettre des petites magouilles, etc. alors qu'ils sont là depuis 15-20 ans. Plus que ça pour certains. Non, j'abuse. 15-20 ans. Voilà, ils vont pas se prendre la tête avec des clients pour mettre des... Alors que voilà, ils sont là depuis des années et on sait quand même que ça se passe bien. Tu peux avoir parfois des petits trucs bizarres. Après, si t'es chez un ECN, non, t'as pas ce type de problème. Si t'es chez un market maker, ça peut arriver. C'est pas ce qui va déterminer que tu sois un bon ou un mauvais trader sur le long terme. Voilà. Alors, Bazooka, je vais te répondre maintenant par écrit. Par contre, si tu vas chez des mauvais brokers qui sont pas régulés, qui sont exotiques, etc., oui, là tu peux prendre des carottes monumentales et voilà, et te faire niquer. C'est la vie. Après, c'est à toi de chercher, d'aller chez les bonnes personnes. Hein. C'est comme dans la vie tous les jours. Hein. Bazooka. Alors du coup là ça se passe bien hein, sur nos positions, on est à 9 € de profit. Donc c'est notamment l'or qui se retourne bien, on accélère à la hausse et on vient retester les précédents plus hauts, donc on va voir ce qu'il en est. En H4, on voit que si on se met à se retourner, on était proche du niveau des 50% d'entracement, on peut avoir un potentiel intéressant. Donc pour l'instant je laisse courir. Eurodoll, belle accélération haussière également en M15, on est passé positif sur nos deux positions. On teste actuellement la résistance oblique baissière moyen terme ici en M15, sans pas bien la franchir. On teste également le point pivot, donc si on va la franchir, on peut avoir également du potentiel. Donc là, l'avantage avec les prises de position en moyennant, hein, c'est que au moins on est là depuis le début du mouvement. Donc si là ça va se retourner, il faut rester, faut pas être trop pressé de sortir, etc. Pour l'instant, je suis dedans, je laisse courir tranquillement, et il reste encore un beau potentiel à mon avis, donc j'ai pas besoin de me précipiter. Alors sur Eurodoll, par contre, je vais tracer les Fibo, puisqu'on a des plus bas significatifs qui sont mis en place avec la zone de support horizontale. Donc voilà ce que l'on a. Donc même les 23,6% seraient déjà beaucoup plus haut que ce qu'on a actuellement. 656 € d'équité, donc là on est pas mal du tout. Je laisse courir ça, on verra ce que ça donne. Donc pour le moment. Alors sur le chat écrit. Voilà, Bébé qui disait qu'il a de bonnes analyses, c'est ce qu'on demande hein, principalement en analyse, donc c'est bien, ouais, c'est pour ça aussi que j'ai publié régulièrement ces analyses de Tilk. MK qui me disait, bon ben réveillez-vous, l'eurodoll prend de la force, le pétrole fait plaisir, disait Bébé. On va aller jeter un coup d'œil au pétrole, mais après c'est l'ensemble des actifs à risque qui se reprend donc. Alors que 17h08, les marchés actions européens vont bientôt fermer, ouais, le pétrole qui s'est repris de manière assez brute. Alors est-ce qu'il y a une nouvelle, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de tomber? Je vais regarder sur Boursorama, si vous avez des rumeurs hein, qui courent, n'hésitez pas à les transmettre et à les partager sur le chat. La Grèce jette ses dernières cartes pour réussir à réduire sa dette. Le gouvernement grec se débattait mercredi dans une partie serrée avec ses créanciers privés à la veille de l'expiration du délai qui leur a été donné pour analyser l'effacement d'une partie de la dette souveraine grecque. Alors, voilà, je suis en train de regarder un peu. Ok. 0,72%, Malcac également qui est bien remonté, ouais, les actifs à risque hein, sur lesquels on a de la pression acheteuse, donc ça c'est bien. Lufthansa passe dans le rouge en 2011 à cause de British Midlands. Apple crée une fois de plus l'événement avec le nouveau iPad, voilà ce qu'on disait, le groupe d'informatique Apple devait présenter mercredi la dernière version de sa tablette iPad, les technophiles espérant des performances toujours meilleures et le brio auquel le défunt patron fondateur du groupe Steve Jobs les a habitués. Wall Street légèrement en hausse, rassuré par l'emploi aux États-Unis. La bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi, un rapport encourageant sur l'emploi aux États-Unis, l'aidant à rebondir au lendemain d'un net repli. La bourse de Paris en hausse après les chiffres de l'emploi américain, budget de la défense. L'Asie devrait dépasser l'Europe en 2012, d'accord, ouais. Crise austérité budgétaire oblige, les dépenses militaires des pays d'Europe devraient pour la première fois être devancées par celles de l'Asie, la Chine en tête, souligne l'Institut international d'études stratégiques. Grèce, 39% seulement des créanciers privés, ça on avait vu. D'accord, donc voilà, au niveau des grosses nouvelles ce jour-ci.
Alors que sur l'euro-dollar, ça continue la progression. Nous en met à 12 € de profit au niveau des positions en cours, donc la patience rémunère bien pour le moment. Sur l'or également, ouais, ça paye. On teste la zone de résistance oblique haussière. Alors je vais réduire, je vais fermer une position sur l'or, je vais laisser courir le reste. Voilà, donc une position fermée sur l'or. J'ai plus qu'un micro-lot d'ouvert. Et donc ça se passe bien. Le reste, je vais laisser courir pour le moment. L'euro-dollar, on tend à casser le point pivot, restera à s'affranchir d'une zone de résistance horizontale des 1.3163,7 derrière. On verra ce qu'il en est. J'avoue, si tu regardes pas la vidéo, mais bon, sans rire, ça en avait vu. Et ben, 2 heures pour gagner 20 balles. Ouais, après, c'est ça. Moi, le truc, c'est qu'actuellement, j'ai 600 € sur le compte, donc les profits sont faibles. Maintenant, vous verrez qu'au fur et à mesure que le compte va monter, les profits seront aussi conséquents, donc enfin suivront, parce que c'est voilà, le but c'est de garder un même ratio de risque, et donc plus on a de capital, plus en termes d'euros c'est intéressant. Au moment, c'est vrai que voilà, gagner 8 €, 20 € par jour, c'est pas intéressant. Après, ceux qui suivent les émissions depuis longtemps savent que voilà, quand il y a plus de capital, c'est toujours la même ligne de trading, donc ça deviendra intéressant au fur et à mesure. Ce qui est important, c'est surtout les pourcentages. Ça on avait vu. C'est vrai, il m'a fait voir des trades que j'avais pas et ils ont été bien payants. Et oui, Fab, oui, hein. On a cherché ça pendant 2 heures. C'est pas pour... Pourquoi? Pour se coucher, d'accord, ouais. C'est ma casserole sur le gold, il va fondre. Repris 10 pips sur la remontée maintenant. Je recoupe vraiment la plateforme des liquides Eurodollar. Ok. Tiens bazooka, les arnaques des brokers et CFD. Danger cfd.blogspot.com. Les CFD sont de plus en plus comparés à un jeu de hasard. Cela n'a rien d'étonnant pour un instrument à effet de levier où le débutant peut voir une position prendre 500% en 5 minutes avant de chuter à moins 300% quelques instants plus tard. Ce que peu de personnes savent, c'est que les CFD étaient encore il y a quelques temps, quelques mois, dans un vide juridique. Ils n'étaient pas considérés comme les produits financiers comme il s'agit de virtuels, de compensation. Les market makers ont réussi un coup de lobbying pour que les CFD riment avec profit financier. En France, ce genre de société qui devrait être contrôlée par l'ARGEL, Autorité des régulations de jeux en ligne. Nous avons testé plusieurs comptes en réel chez des market makers installés en France comme à l'étranger. Le bilan va vous surprendre. Au sein de CMC Market, IG Market et XTB proposant des leviers de 200 à 400, nos positions ont tenu que très difficilement la pression de ces expositions au marché. Nous avions l'impression d'être à Las Vegas. Avec les CFD, un analyste financier ou technique n'a aucune chance de gagner. Nous avons ensuite testé un market maker inconnu basé en Australie proposant un petit levier de 5-10. Après 6 mois, nous enregistrons plus de 35% de gains uniquement avec des petites positions sur lesquelles nous gagnons entre 5 et 20 € à chaque fois. Cela a confirmé notre enquête. Les leviers favorisent grandement les market makers. Il s'agit là que de virtuels et ces leviers garantissent un danger omniprésent pour les clients, donc une augmentation du nombre de perdants. Encore une fois, il s'agit d'un attrape-nigo bien rodé, les pubs annonçant clairement la couleur, levier 400, et faisant passer cela comme une aubaine pour le client. Et ça marche. Comme je vous l'expliquais dans un post précédent, lorsque vous gagnez, le market maker perd. Lorsque vous perdez, il gagne. Il est prêt à tout pour optimiser sa victoire. Après, c'est pas toujours vrai. Donc intéressant en tout cas. Puis bah, je parlerai de ça sur le forum. N'hésitez pas à ouvrir un sujet pour ça hein, sur le forum, ça pourrait être intéressant. Alors, Eurodollar, il a toujours une belle pression acheteuse, on laisse courir. L'or, belle pression acheteuse également là pour le moment. Première position clôturée, hein, donc une position gagnante pour le moment. On a de grandes chances de terminer positif hein, sur la journée. NZD-USD ça se retourne bien aussi, hein, donc ça c'est bien. Peut-être pouvoir sortir de notre position.
En M15, on a donc des acheteurs qui reviennent. On est quasiment au point d'équilibre. On laisse courir ça pour le moment. USD-CAD, par contre, on perd 1,72€ du coup. Forcément, on était acheteur. On casse à la baisse le support oblique haussier. Étant donné qu'on a des plus hauts significatifs, on va pouvoir tracer des fibos. Et puis bon, on entrera dans une nouvelle moyenne. On a nos stops hein, à chaque fois, donc il n'y a pas de problème. Alors sur USD-CAD, le stop il est à 0.9840 sous les précédents plus bas, donc il y a vraiment de la marge. Hein. Je suis juste en train de replacer sur NZD-USD parce que j'avais les stop sur une des deux positions et pas sur l'autre, également sur euro-dollar c'était le cas. Donc c'est 0.8037. Voilà, ça c'est bon. Ok, c'est mis en place. USD-CAD, ça c'était bon. Prendre donc les bas et les hauts. Ok. Les vendeurs mettent de la pression. Les acheteurs qui reviennent légèrement. Tester l'ancien support. On va jouer un rôle de résistance. 4,78 au niveau des différentes positions ouvertes. Sur Eurodollar, on a des vendeurs qui reviennent légèrement. Rien d'inquiétant pour le moment. Donc je laisse courir ça. On verra ce que ça donne. Donc ça on avait vu. Va-t-on passer à la résistance, disait M15. Tu parlais de quelle résistance sur M15, la oblique ou l'horizontale sur Eurodollar? Fab, 23 pips plus 10 pips de bonus que je viens de prendre, donc je suis dans mes objectifs, tout va bien, malgré la semaine dernière difficile que j'ai eue. Ok, liquide, donc c'est bien. J'ai remarqué qu'une mauvaise compréhension du type d'exécution des brokers était très répandue. Qu'est-ce qu'un no-dealing desk? C'est simplement un dealing desk automatisé. Donc un NDD est un market maker à l'ancienne, fait le même travail, exactement. Il y a peut-être eu des news sur la Grèce, disait LOL. Alors sûrement qu'il y a eu des rumeurs qui ont couru à ce sujet, c'est en ce moment ce qui cristallise les interrogations. Donc voilà, sûrement qu'il y a eu des discussions et des rumeurs de ce côté-là. Alors sur l'or, on va voir si on parvient à casser la résistance oblique haussière ou pas. Et si on part sur une grosse phase de correction ou si on reste dans quelque chose de modéré. Il pourrait y avoir du potentiel, hein, comme on l'a dit. Et en M15, on n'est même pas au niveau de 23.6, donc pour l'instant pas de soucis. Alors, Wars nous laisse un lien, Dailymotion, international, les victoires de Sarkozy. Alors, on va écouter ça rapidement. C'est pas directement lié à la bourse, on écoute ça. Donc, Sarkozy est un président qui tient ses engagements. La France sera aux côtés des infirmières libyennes enfermées depuis 8 ans. Une libération plus rapide que prévu, enfin les serrer dans leurs bras. Après tant d'années d'attente et de rebondissement. La France n'abandonnera pas Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt qui descend. Historique, Ingrid Betancourt est libre, une date à retenir, de juillet 2008. Pour la femme que Nicolas Sarkozy a soutenue durant des mois. Avec des applaudissements. Moment très très émouvant pour moi. Je regarde cet homme extraordinaire qui a tant lutté pour moi et je regarde aussi à travers lui toute la France. Gilad Shalit est libre. Liberté pour Gilad Shalit. Je suis heureux de pouvoir m'adresser à une nation indépendante et à un peuple libre. On gagne en tolérance, on gagne en ouverture d'esprit. La France sera du côté des opprimés du monde. C'est le message de la France, c'est l'identité de la France, c'est l'histoire de la France. The French have taken the most visible lead today, diplomatically and militarily. Pour tout le monde ici, la Libye, il a dit merci la France. Vive Benghazi! Vive la Libye! Vive l'amitié entre la France et la Libye!
lancer un appel à tous ceux qui, dans le monde, croient aux valeurs de la tolérance, de la liberté, de la démocratie, de l'humanisme, à tous ceux qui sont persécutés par les tyrannies, par les dictatures, dire que la fierté et le devoir de la France sera d'être à leur côté. La France est décidée à assumer son rôle devant l'histoire. Vive la République et vive la France. Ok, c'était donc une vidéo de propagande pour Sarkozy. Bon, à quelques mois des élections, c'est de bon ton. C'est vrai qu'on entend souvent des critiques sur notre président. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas aussi des vidéos uniquement en sa faveur. Chacun prêt de se faire ses avis. C'est publié par Wars. Alors Wars, qu'est-ce que tu voulais dire à propos de cette vidéo? C'est quoi? C'est toi, c'est ce que tu penses. Quel est ton avis en fait par rapport à ça, vu que c'est toi qui a publié ce contenu? Bougie comme ça. En plus, c'était acheteur aujourd'hui. Ça fait depuis 13h15 que je suis acheteur sur l'euro-dollar. Moyenne mobile 50 et 100 cassés sur le câble dans M5 et M15. LOL, bah la patience paye. J'avais un short et j'en ai pris plein la face. Show red. Alors Red, t'es sorti du coup là ou t'es toujours en position sur l'eurodoll? Je pense que tu parlais de l'eurodoll. Et bah, où est ton stop? Comment tu gères ta position en fait? Ça devient une belle journée. Non, enfin je parlais de moi pour les 20 balles. Ah d'accord, ok. Très chaud, je viens de perdre ma semaine. Ok, Red Nef, ouais, c'est pas cool. Après voilà, c'est ça le trading, hein, des gains, des pertes. Gère ton capital bien sûr. Je prie pour que ça tombe un peu, dit Red Nef. Après prier, ça sert pas à grand chose sur les marchés. N'importe quoi ce blog, disait Soldat Fada. Pourquoi qu'est-ce qu'il y avait de pas bien sur le blog là dont tu parlais, Soldat Fada? Nico qui disait des rumeurs circulent sur la montée à 58% des participations pour les échanges grecs, ce qui explique la montée de l'eurodoll. Ok, merci Nico pour les précisions. Soldat Fada qui nous dit je travaille sur les CFD depuis 2 ans, jamais rencontré aucun problème. Tu travailles chez qui toi, Soldat Fada? Alors hier on avait reçu Alexandre Baradez chez Saxo Bank. Saxo Bank c'est vraiment très sérieux, très important. Plus d'exemples sur les arnaques sur les CFD dans ces employés de ces sociétés. Après, bon on va regarder ce que vous dites. Mais après là par exemple, le lien qu'on a mis tout à l'heure, ok il y a du levier, bon ok, et alors? Après c'est de l'arnaque pour ceux qui ne savent pas l'utiliser, ça c'est clair. Après tous les sites doivent préciser, et tous les brokers doivent préciser que bah voilà, l'effet de levier implique des pertes qui peuvent être supérieures au capital, qu'il faut savoir le maîtriser, etc. C'est pas pour rien. Et après, quand c'est de la pub agressive, etc., qui dit aux gens gagner de l'argent rapidement avec l'effet de levier, etc., oui, c'est sûr. Mais derrière, l'effet de levier, après, ça reste une arme à la disposition du trader, ça lui l'utiliser ou non. Donc il y a des deux côtés, hein. Bien sûr, il y a les brokers, mais pas que qui sont responsables. Il y a aussi voilà, le particulier, après ça lui de se former, etc. Je pense qu'un mec qui vient sur des sites sérieux, que ce soit, voilà, là, je vais parler de vidéo bourse, moi c'est sûr c'est le mien, je vais pas me cracher dessus, mais tu prends même d'autres sites, hein, tu as, je sais pas moi, Tribu Forex, peut-être Forexagone un peu moins, mais voilà, Tribu Forex, ABC Bourse, les forums de particuliers indépendants, tu as traderforex.fr, voilà. Tu vois, tout ça, ça te donne quand même des bases sérieuses et tu peux te former. Donc après, voilà, bien sûr, il faut voir les choses de plusieurs manières, je pense. Donc oui, il y a une responsabilité des brokers qui mettent trop en avant l'effet de levier alors que c'est une arme à double tranchant. Peut-être il faudra attendre plus de précision. Mais après, voilà, si un mec utilise un levier 500, c'est de sa faute. L'autre, il lui a mis à disposition, mais bon, il n'est pas obligé d'utiliser. Après, peut-être qu'il y a un travail à faire sur les débutants pour qu'ils soient plus protégés et moins exposés à ce type d'annonce qui fait rêver, alors que c'est du bidon, surtout que ça ne prend pas en compte les... Voilà, il faut voir derrière ce qu'il y a fiscalité, etc. Trading automatique sur le CFD arnaque. Vous avez ça... Alors voilà, il y a plusieurs articles là. CFD arnaque en bande organisée, on va lire celui-là par exemple. Suite à un post qui a suscité beaucoup d'intérêt, les arnaques en bande organisée des market makers, voici un article intéressant d'un client d'IG Market et CMC Market. Ce dernier a commencé à ouvrir les yeux de lui-même. Mes commentaires en italique.
Forex égale arnaque. Cela fait plus d'1 an que je suis en démo et 6 mois que je joue en réel. Où trouver les différences, et Dieu sait qu'il y en a, entre le réel et démo. Voici ce que je constate. Je ne connais pas une seule personne qui gagne sur le Forex, sauf coup de bol sur un temps court. Le Forex est une arnaque qui fait rêver beaucoup de monde, mais c'est un leurre. Enfin, un client qui l'a compris de lui-même. Si vous l'aviez tous compris, le blog n'existerait pas. Alors, il faut aussi compter avec les dealers qui connaissent vos positions, qui connaissent vos marges, voire postent comment fonctionne un market maker. N'avez-vous jamais remarqué qu'en prenant une position risquée en marge, vous vous retrouvez comme par hasard plus jamais touché et qu'un pic vient d'un coup vous bouffer vos marges? Une des arnaques principales observées de nombreuses fois chez XTB, CMC Market et FXCM, qui a d'ailleurs perdu un gros procès aux États-Unis. Si je ne parle pas non plus des brokers, market makers, pardon, les plus connus et renommés qui transmettent les positions, les SL et TP. Je ne parle pas non plus des soi-disant experts sur les sites internet qui donnent des conseils et se contredisent le lendemain sur leurs conseils de la veille, et sont évidemment rémunérés par les brokers bien connus. Voir mon article sur ce sujet. Sachez que tous les sites qui vous vantent le mérite des analyses des market makers, de leurs performances, etc. sont rémunérés dès que vous ouvrez un compte, téléchargez simplement un compte démo. Ça c'est vrai. Moi par exemple sur Vidéo Bourse, je suis rémunéré par les brokers. Donc soit je vends mes emplacements publicitaires au prix fixe, soit je gagne de l'argent selon plusieurs modèles. Ça peut être quand les gens ouvrent des comptes démo, des comptes réels, ou alors je touche une partie des spreads ou des commissions. Voilà, ça c'est vrai. Après la contrepartie c'est que l'ensemble des services proposés sur Vidéo Bourse sont gratuits. Et sur Vidéo Bourse, je pense pas être du côté des brokers, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est eux qui me payent. Après, honnêtement, c'est pour ça que j'ai jamais été affilié à un seul broker. Je fais jouer la concurrence. Et après, il y a l'AMF aussi qui surveille ça. Donc voilà, c'est vrai ce qu'ils disent. C'est-à-dire que je suis rémunéré, moi, par exemple, par les brokers. Et pourtant, j'essaie de faire un travail sérieux. Donc il est peut-être un peu trop parti pris, la personne. Peut-être, je trouve, qu'il devrait être peut-être moins sûr de son point de vue, qu'il y a peut-être des gens qui gagnent vraiment, et je pense qu'il y en a qui gagnent vraiment sur le long terme, sinon je serais pas là. Voilà, en tout cas, moi je sais que je suis pas un arnaqueur, que j'ai jamais arnaqué personne, et que mon intérêt c'est pas que les gens qui viennent sur mon site perdent de l'argent, donc voilà. Vous remarquerez aussi que l'analyse technique ne sert pas à grand chose, surtout avec moins de 5 000 € sur votre compte et des leviers de plus de 500, 100, 200, et le Forex est tout le temps rempli de faux signaux qui sont tracés par les dealers qui gagnent leur vie sur vous. C'est donc une sorte de casino. Alors après, les dealers, ce qu'ils appellent les dealers, c'est les brokers, ils ne peuvent pas manipuler le marché. On a eu une confirmation hier comment il s'appelle, Alexandre Baradez de chez Saxo Bank, qui nous a bien dit que le Forex, et notamment les paires majeures en tête de proue, l'euro-dollar, c'est pas possible de les manipuler, c'est des marchés trop gros. Et c'est clair que, vu le nombre d'entreprises et de hedge funds qui sont mêlés là-dedans, qui se mettent tous d'accord, ça semble complètement improbable, ne serait-ce que par la logique. Après, voilà, je pense que ça c'est assez clair, quoi. Donc après, il suffit de comparer les coûts entre les différents brokers pour s'en rendre compte. Casino de la finance, où il faudrait quasi tout le temps jouer le contraire de ce qui est logique. Une arnaque organisée. Après, c'est sûr, par contre, on a des hedge funds qui essayent de manipuler les choses, qui amènent des faux mouvements, quand on parle d'algorithmes, etc., ça existe. Après, il faut le prendre en compte. Une arnaque organisée, voilà comment on peut qualifier les CFD Forex. Ce message s'adresse à ceux qui ont encore un peu de clairvoyance, tant pis pour les autres. Voilà, donc c'était sur le site Trader Forex. Ouais, c'est intéressant ce blog, hein. Donc, bah, n'hésitez pas à réagir à ce sujet. Autrement, bah, niveau trading, on a 4,75 de profit au niveau des positions ouvertes. Pour le moment, on bute sur la résistance oblique haussière sur l'or. On verra ce qui se passe par la suite, si les acheteurs sont capables de fermement prendre la main le marché ou pas. 129, là je suis pas encore rassasié, donc ça ne me dérange pas d'attendre encore. Voilà, tranquillement. Je laisse courir. Alors USD-CAD, j'ai le droit à 2 positions encore à ouvrir. Est-ce que c'est le moment? Non, c'est trop tôt, hein, pour moi sur USD-CAD pour ouvrir de nouveau une position. Donc on a buté, on marque un espèce de double top. Donc pour le moment, je ne prendrai pas le risque de reprendre une position sur USD-CAD. Je laisse courir, on verra ce que ça donne par la suite. Euro-dollar, on est revenu au niveau de notre premier point d'entrée. Le seul type d'exécution qui ne... Alors ça on avait vu. Le seul type d'exécution qui ne passe pas par du market making est l'ECN. Moi je vote FN, disait Milf Hunter. Ok, alors ça parle politique maintenant sur Vidéo Bourse.
clair, la Palestine, on laisse comme des chiens parce que tous sucent l'Israël, dit Liquide. Après, chacun ses points de vue. Par contre, ouais, moi, il n'y a pas de problème, tout le monde peut exprimer son point de vue. Simplement, comme il y a des sujets sensibles et qu'après, il y a des gens de tout type, surtout, comme toujours, on va pas partir dans des voilà, de pas être trop virulent dans les propos, c'est exprimer votre point de vue poliment, et déjà, ça va amener un débat beaucoup plus intéressant et plus respectueux, donc essayez sur les sujets sensibles, de pas faire... d'exprimer de manière intelligente et lisible pour tout le monde, sans blesser personne les points de vue. Hein, vous voyez, rien que tout à l'heure, quand on rigolait sur les Québécois, bon, c'est pas méchant, mais sur quelqu'un qui est québécois, il peut mal le prendre. C'est pour ça qu'après, on a bien précisé que c'est pas méchant, etc. Mais voilà, faut toujours quand même garder de la retenue. On est sur un forum public qui est ouvert à tout le monde, donc voilà. Simplement, sans vouloir être trop lourd. Alors après, là, ça on avait vu. On est plus tranquille. Free 1. Mon avis est vu de l'extérieur, vous avez un grand président, dit Wars. Toi, t'es d'où, Wars, toi t'es de quel pays? 1m30, disait LOL à propos de Sarkozy. Le jouet, hein. Ben, ce blog raconte en majorité des conneries, voilà tout, disait Soldat Fada. Il fait des amalgames qui n'ont pas lieu d'être. En parlant du levier, Fab, tu utilises un levier de combien? Lolo qui nous dit, quand j'étais chez IG Market, je gagnais beaucoup trop. Le serveur est devenu, comme par hasard, très lent. Et un jour, ils m'ont appelé pour que je ferme mon compte. Il est arrivé la même aventure à célèbre trader Jean-Luc Sec. Oui, Lolo, je me rappelle, mais est-ce que tu avais déjà raconté cette histoire? C'était toi, je crois que c'était sur le Mumble, ou je sais plus. Et donc oui, ils t'ont appelé, ils t'ont demandé, c'est ça, quand tu as dépassé 60 000 € là, en capital, ils t'ont appelé, ils t'ont demandé de fermer ton compte, hein, c'est ça? Donc oui, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, déjà le fait de choisir un broker régulé, comme IG Market, alors ils peuvent t'appeler pour fermer ton compte, mais derrière, ils te payent tout ce que tu as gagné, etc. Et s'ils ne te payent pas, tu as des recours en justice. Déjà, la base, c'est de prendre un broker régulé. À partir du moment où on va faire du trading sérieux, sur Central avec 100 €, bon, ouais, normalement, il ne faut pas y avoir de problème. Mais dès qu'on traîne, sérieusement, il faut une régulation en béton. Ça, c'est clair. Et de préférence proche de ses choix, parce que c'est toujours si un jour on doit avoir un litige avec, c'est toujours plus facile de porter plainte déjà contre un broker implanté en France, en l'occurrence il n'y en a pas, et en Union Européenne, mais qui a son bureau en France, ça c'est bien. Parce que voilà, on a des recours concrets, des gens à aller voir, etc. Ne serait-ce qu'un broker qui est aux États-Unis, qui est un pays quand même très sérieux, on a des recours, etc., c'est déjà plus compliqué. Voilà, donc ouais, ça c'est super important. Et il faut toujours penser aux litiges éventuels. Après, bien lire, bien s'informer avant d'ouvrir un compte. C'est pour ça que moi, chez Wanda, pour l'instant, je suis content. Pourtant, ils sont aux États-Unis, tu vois. Si j'ai un problème avec eux, voilà. Après, Wanda, j'ai quand même pas choisi pour rien. Et j'ai pas entendu grand monde dire qu'il a vu des litiges ou des problèmes avec Wanda. Et moi-même, il y a des fois des retards d'exécution, des choses comme ça. Mais jusqu'à présent, c'est vraiment très réglo. Et encore, les retards d'exécution, je suis sous MT4. Et dès le début, on m'a indiqué, tu veux pas de problème d'exécution, tu vas sur leur haute plateforme. Donc, j'ai pas à me plaindre pour l'instant du tout. De toute façon, moi, dans l'ensemble, j'ai jamais eu à me plaindre, mais j'ai jamais eu à me plaindre d'un broker, vraiment. Pourtant, j'ai perdu, hein, depuis mes débuts sur le trading, je suis largement perdant, et c'est entièrement ma responsabilité. Tous les brokers avec qui j'ai bossé, et pourtant j'ai bossé avec certains qui sont pas régulés, je pense notamment à Forex Place, ils ont tous été très réglo avec moi. J'ai jamais eu le moindre problème. Vraiment, jamais eu le moindre problème, et toutes les pertes, c'était de ma faute, pas de la faute de quelqu'un d'autre. Il faut transmettre des mières de position. Ils donnent fort levier parce qu'ils savent que l'homme est cupide. Il va un peu gagner, il va prendre confiance et augmente le levier, le profil. Maintenant, je suis chez Lucascopy et FXCM. De temps en temps, j'ai des soucis FXCM, mais en général, ça va. Disait Lolo. Lol qui nous dit ouais, mais sans levier, tu peux pas trader sur un petit compte, si, mais tu gagnes peanuts. Quand un lot c'est 100 000 unités, tu n'as pas le choix. Et il faut un méga peanuts pour vivre. Alors là, ça disait quoi? Oui, voilà, par exemple, tiens, chez Wanda, le levier est limité à 50. Bon, déjà, c'est. Moi, personnellement, je m'en fous. Je trade avec 500, ça me dérangerait pas non plus, ce sera même mieux. Après, c'est à toi de te raisonner. Mais 50, ça me va, oui, c'est sûr que moi, si un jour je pète un câble, je pourrais pas prendre plus de levier de 50, ça réduit déjà ta marge et ton exposition. Donc voilà, c'est quand même pas mal de se limiter comme ça. Sans levier, tu peux voter de petits comptes, mais tu gagnes peanuts. Quand c'est un lot, ça on avait vu, donc tu nous envoies les liens. Critiquant les CFD et tu traites chez FXCM. Ça sent simplement l'expérience personnelle. Si tu as 1000 ou 10 000, tu utilises du levier. FXCM ont monté la plus grosse arnaque sur les CFD.
Vas-y, on t'écoute, Soldat Fada, si tu peux nous expliquer. Liquide euro-dollar qui nous dit... d'ailleurs, on recevra un Nicolas Chiron mercredi prochain, donc si vous avez des questions, etc., à lui poser, n'hésitez pas à les préparer. Hein. Ce sera très intéressant à suivre et à écouter. Il répondra à vos questions. Il est de DailyFX, qui est un site, en fait, le site d'information de FXM. Liquide euro-dollar qui nous dit, c'est pour ça qu'il donne la possibilité d'ouvrir des petits comptes avec gros leviers, ça les arrange, ils savent que les gens vont les cracher. C'est possible, oui, c'est possible qu'il y ait des business, des magouilles comme ça derrière. Après, moi personnellement, voilà, les marchés financiers, de toute façon, c'est en gros une piscine pleine de requins. Le mec qui vient comme ça, en espérant mettre un peu d'argent et gagner, et qui connaît pas, c'est cruel, mais il va se faire bouffer, ça c'est clair. Donc, après, si on lui met les armes pour se tuer, et qu'il se tue lui-même, voilà, mais après, un broker qui est régulé, etc., il va pas faire lui-même. Après, le fait qu'il se couvre ou pas, c'est son choix au broker. À la base, il met un outil entre les mains, c'est le levier. Je veux pas prendre à fond la défense des brokers, je m'en fous, tu vois. C'est juste que c'est un peu facile de porter la faute sur le broker, alors que le premier qui utilise le levier, c'est toi. Le broker, il te met pas un pistolet sur la tempe pour que tu prennes un levier 1000. Donc voilà, ou un levier 500, je sais rien. Ça, on avait vu. Chez FXM, je ne fais que du spot, pas leur CFD. Ça, on avait vu. Je fais que du spot en swing trading. Je fais du casse-copie, je fais du day trading, dit Lolo. Alors, Fraglas, alors oui, ça c'est vrai aussi, souvent les problèmes qu'on a, c'est plutôt par rapport au day trading, hein, sur du swing, etc. Il y a déjà beaucoup moins d'arnaques parce qu'il n'y a pas possibilité de trafiquer sur du swing. Hein. Enfin, très peu de possibilités en tout cas. Les CFD, c'est bien ou pas? Ça dépend, si ça te convient, oui, ça peut être bien. Et si tu vas chez un broker sérieux comme Saxo, IG, CMC Market, tu devrais pas avoir de problème majeur. Et si jamais t'en as, tu vois, comme chez IG Market, ils vont t'appeler, ils vont te dire barrez-vous. Parce que tu nous fais perdre de l'argent. Mais au moins, c'est réglo de leur part. Et moi, ça me choque même pas qu'ils fassent ça. C'est-à-dire, ça me choque pas du tout. C'est leur business, du moment qu'ils te payent ce que tu as gagné chez eux, voilà, tu te barres et puis c'est tout. Après, de toute façon, les rumeurs et enfin, les avis, ils se partagent sur les forums comme ça, et ça leur fait une mauvaise pub, mais c'est réglo, je trouve pas ça non réglo de leur part. Et je bosse même pas avec eux, carrément. Donc les CFD, c'est bien ou pas? Black Boss qui crée la panique, reportage TF1. Ouais, bah, je l'ai pas vu le reportage. Trader Forex se lance dans la polémique, c'est pas son genre d'habitude. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire, bébé? T'as le lien ou pas vers le reportage de TF1? Parce que je trouve pas en fait. TF1 c'est crédible, nouveau ça. LOL en immersion. Tu l'as pas eu, une émission sur la finance, ok. Sage décision, pas de café du commerce. Ok, vote pas de probe. Tabernacle ZBB. Jacker qui disait, il est où le lien que tu disais Fab sur Zanac Forex? Alors, vous pouvez lui en mettre s'il vous plaît à Jackerer. Sinon je vais te le retrouver, mais c'est que je sais plus. Attends, 2 secondes. Ah bah c'est bon, il est là. Danger CFD pour blogspot.com, je te le mets. Voilà, voilà, ça on avait vu. Je suis suisse, disait Wars, ok. Donc toi, ouais, Wars, ouais, donc tu parlais, ouais, donc toi, vu de Suisse, toi, Sarkozy, ça te semble être le meilleur candidat pour les prochaines présidentielles, pour ta part? Et vous, au niveau de la Suisse, tu aurais quelque chose de particulier à indiquer en rapport avec le trading, la finance, etc. C'est quoi? Est-ce que là-bas c'est facile, c'est quelque chose qui est plutôt encouragé? Est-ce que c'est très contrôlé? Est-ce que comme en France, on essaie un peu d'éviter que les particuliers y aillent, mais alors là en l'occurrence vous dépendez pas de l'Union Européenne, mais en gros en France j'ai l'impression que c'est ça moi. C'est que on veut absolument pas que les particuliers, on veut pas spécialement que les particuliers y aillent, ça peut être soit pour les protéger, soit parce que c'est pas notre modèle alors que les anglo-saxons ça l'est, mais que vu qu'on est dans l'Union Européenne, on n'a pas le choix, c'est ouverture de la concurrence, etc. Et donc il y a des brokers qui démarchent en France. Mais j'ai vraiment l'impression que même au niveau des impôts, etc., il n'y a pas grand chose qui est fait pour favoriser le trading. C'est pas quelque chose de bien ou de mal, mais c'est juste un constat. Toi, si tu avais un avis, justement, c'est intéressant d'avoir des avis divers. Honda ont des bureaux à Londres, Fab, dit Soldat Fada. Oui, c'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, même moi, je dépends pas de honda.com, mais de honda.co.uk. 9 € de profit en cours, là, donc ça accélère de nouveau pas mal sur les différents actifs sur lesquels on est exposé, notamment sur l'euro-dollar. Donc, patience. Et puis, sur l'or, eh ben, on casse la résistance oblique haussière, donc ça se passe plutôt pas mal. Alors, l'or, je vais laisser le mouvement se poursuivre, et une fois qu'il s'affaiblira, je pense que je prendrai mon bénéfice. Donc pour le moment, je laisse courir, on verra ce qu'il en est. Pour le moment.
Eurodoll, ouais, ça se passe bien au niveau d'euro-dollar. Belle accélération aussi. Nos deux positions sont positives. Une de 4,25 €, une de 1,42 €. Eurodoll, pareil, hein, je vais fermer quand ça va se calmer. Alors là, sur l'or, Ah, l'or, j'ai envie de laisser courir pour l'instant, l'or. Eurodoll, en H4, on a vraiment une belle bougie de retournement. Je vais pas trop me presser non plus. Hein. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas de signaux de faiblesse, donc... Allez, il faut que je prenne du recul, je laisse courir. Le mec qui nous dit, les brokers jouent sur notre cupidité. Bah ouais, mais ils ont peur de toi et de la pub que tu peux faire grâce à ton site. Mais moi aussi, jamais eu de problème. LOL, après, ouais, ça, on me l'a déjà dit. Après, ils savent pas tous. Peut-être, ouais, la plupart savaient quand même que j'avais Vidéo Bourse. Après, il y en a pas 50 qui savent que j'ai Vidéo Bourse derrière. Hein. Enfin, il y en a